Allô tout le monde, ici Oma et bienvenue dans ma TV. Alors l'épisode d'aujourd'hui a été enregistré dans l'appartement de Mechanic Fairy. Pourquoi encore est-ce qu'on utilise mon appartement pour filmer? C'est parce que le mien, il est... trop petit? Enfin, comme cet épisode-ci, c'est mon premier, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait un bon pilote. Alors, j'ai regardé les premiers épisodes d'une vingtaine de séries que je regarde habituellement, soit des séries télémédicales, des séries policières, fantasy, science-fiction, c'est ce que je regarde le plus. Et j'ai fait une petite compilation des éléments qu'on retrouve le plus souvent dans un pilote. Vous êtes prêts? Allons-y! Un scénario qui est commun lors d'un pilote, c'est le retour d'un personnage qui était parti, soit en vacances, soit en maladie, soit qui avait quitté pour des raisons de traumatisme au travail et qui revient pour reprendre du service. C'est souvent le thème principal dans les séries policières. On le voit dans Criminal Minds ou plus récemment dans Broadchurch ou encore en science-fiction dans Stargate SG-1. Colonel Jack O'Neill? Retired. L'autre version de ce thème-là, c'est le départ d'un personnage lors du premier épisode, soit à l'écran ou avant même que l'épisode commence. L'important, c'est l'arrivée du nouveau personnage qui le remplace et qui en est à sa première journée de travail. On voit l'exemple du nouveau venu dans CSI. On en voit aussi une variante dans Haven, où l'héroïne débarque dans une ville où tout le monde se connaît, mais elle connaît personne. Ou ici, dans Unité 9, où Marie vit la même chose, mais en prison, en arrivant dans une unité où toutes les détenus se connaissent. Parce que le vieux personnage doit se réadapter au travail, puis le nouveau, il y a encore beaucoup à apprendre, l'effet fish out of water, le petit poisson sorti de l'eau, va aider le spectateur à s'habituer au nouvel environnement de la série, puis à la personnalité aussi des protagonistes. C'est la façon facile de présenter les personnages aux spectateurs, puis il semble que c'est pas encore assez cliché pour que les gens s'en lassent. Gil Grissom, I'm your supervisor on Graveyard. Dr. Hannibal Lecter. The name's Sherlock Holmes. My name is John Constantine. Je m'appelle Louis Moret, j'ai sculpté plein de mannequins pour voir. Camille Courval, les masseurs Florence. Je suis la nouvelle propriétaire. I'm Maxwell Sheffield. This is my son, the late Brighton Sheffield. My name is Liv. Ici Charles Patnaud, capitaine du Romano Fafard. Hi, I'm Holly Gribbs. Thanks. Captain Gloves. And I'm Leslie Stahl. I'm Dana Scully. Bruce Cullen. Léo Rivard, directeur technique. Directeur technique, hein? Même les séries plus récentes vont utiliser encore cette formule-là. Par exemple, dans l'épisode pilote de la série fantastique Once Upon a Time, l'héroïne, Emma, débarque dans une ville où tout le monde se connaît, mais elle ne connaît personne. Alors c'est son fils Henry qui, au bonheur, lui connaît tout le monde, qui va lui présenter tout le monde, mais aussi leur identité secrète. Convenient, all right. I'll play. Who's he supposed to be? Jiminy Cricket. Right, the lying thing. Thought your nose grew a little bit. I'm not Pinocchio. Merci Henry. Si ça n'avait pas été de toi, on n'aurait jamais été capable de le deviner par nous-mêmes. Malgré tout, j'ai pu voir certaines séries ne pas utiliser cette formule-là. Même parmi les séries policières qui tombent facilement dans le cliché, on peut trouver Wallander, pas la version suédoise, mais celle avec Kenneth Branagh, qui va présenter juste le personnage principal lors du pilote. Les autres sont nommés lors des conversations normales pendant l'enquête, et c'est à nous de simplement retenir les noms quand ils sont dits. Et même si on n'est pas officiellement présenté à l'équipe, les personnages sont suffisamment bien écrits puis bien actés pour qu'on s'y attache. Dans l'épisode 3, l'un des personnages meurt et on ressent très bien le manque sans avoir eu à jouer le jeu des présentations. Pour qu'une série rejoigne le plus large auditoire possible, les créateurs vont avoir tendance à bâtir leurs personnages principaux selon des stéréotypes très précis. Ils ressemblent presque à un groupe de Backstreet Boys, tellement chacun a son style et sa personnalité pour que chaque fan ait son ou sa préférée. Voici les types qui sont les plus souvent utilisés.
Un personnage qui fait ce travail-là depuis longtemps. Trop longtemps. C'est lui dans les séries policières qui part en vacances parce qu'il a vécu un cas traumatisant de trop et qui revient travailler lors du pilote, comme dans Criminal Minds. C'est la figure paternelle du show. Un mec qui accepte zéro bullshit de la part de l'ennemi et qui manque souvent aux règles de conduite parce qu'il s'en fout des conséquences. On le voit le plus souvent dans les séries policières ou militaires. Gideon, c'est le parfait stéréotype du boss. Mais il y a aussi Gibbs dans NCIS qui frappe ses employés. Grissom et Brass dans CSI. L'un va traiter ses employés comme des concierges pendant que l'autre les envoie promener. Jack O'Neill dans Stargate SG-1 qui déconne devant l'ennemi. Ou encore Red Foreman dans That 70's Show qui correspond lui aussi au profil. Let me tell you something. If the U.S. government decides to stick a tracking device up your ass, you say thank you. And God bless America. Il va être prêt à dire ou à faire des choses que personne d'autre n'ose dire ou faire sans se faire tuer. Mais lui, il s'en sort indemne. You think I'm stupid? I think you're an absolute moron. Like a mouse! Tall, dark and handsome. Ça le décrit parfaitement et presque chaque série faite aux États-Unis en a un. C'est le beau noir, racé, musclé, chaud comme un bon cappuccino après une tempête de neige. Il joue souvent les durs parce qu'il est en très bonne forme physique. Puis les femmes, et certains hommes, vont en raffoler parce qu'il est très, très, très charismatique. Derek Morgan dans Criminal Minds, Warwick Brown dans CSI, Dixon dans Alias, Keith dans 6 Feet Under, ou Teal'c dans Stargate SG-1. Si la série n'a pas de beau noir baraqué à sa disposition, on va voir un latino jouer le rôle du dude. Après tout, il y a énormément d'hispanophones aux États-Unis et ils ont tendance à leur offrir le même casting cliché qu'aux acteurs noirs. Le beau gosse sexy, brave et intelligent, qui bien sûr vient d'un environnement pauvre, plein de violence, mais qui s'en est sorti. Ça permet de faire un épisode sur le racisme dans le courant de la saison. C'est un cliché qu'on voit beaucoup moins dans nos séries ici, parce que nos quartiers pauvres et violents n'ont rien à voir avec les ghettos des séries états-uniennes. Parmi nos dudes latinos, on peut retrouver Esposito dans Castle, Danny dans Without a Trace, Delco dans CSI Miami, mais surtout, Tony Almeida, qui a eu tellement de succès dans la série 24 que ses fans lui ont créé un site qui s'appelle Almeida is God. Parfois rousse, mais elle va être plus souvent blonde. Ça, c'est la belle-fille du groupe. Très féminine, donc elle va devoir prouver qu'elle est aussi intelligente que les autres. Pour répondre au cliché de la blonde stupide, elle va devenir un peu un cliché elle-même. Belle, gentille, intelligente, brave, elle a toutes les qualités, elle me fait un petit peu chier. C'est l'équivalent féminin du dude parce qu'elle aussi, elle doit composer avec le fait qu'elle plaît à tout le monde, surtout les hommes. Catherine Willows dans CSI, Sam Carter dans Stargate, Audrey Parker dans Haven, JJ qui va rejoindre l'équipe de Criminal Minds, ou encore Lydia dans Teen Wolf, sont toutes des pitounes assumées. Si Sam Carter fait tout pour prouver qu'elle est aussi forte que les hommes, au point de provoquer et de manquer de respect, Lydia, elle, fait le contraire. Elle cache sa grande intelligence de peur d'être trop parfaite, d'intimider puis de pas se faire aimer. Dans mes souvenirs de jeunesse, la pitoune qui m'a le plus marqué, c'est Maria Lopez dans Radio Enfer. Une latina aux cheveux noirs qui utilisait vraiment pas ses talents intellectuels. Bref, l'exception qui confirme la règle.
féminine que la pitoune, elle, c'est le type de fille normale qu'on trouve plus crédible de voir dans un métier qu'on dit d'homme. Ça va pas l'empêcher d'être très belle, on est après tout à TV. Mais si la pitoune va enquêter au talon aiguille, la brune, elle, va penser de se mettre des souliers plats. Elle Greenaway, et plus tard Prentice, sa remplaçante dans Criminal Minds, Sarah Seidel dans CSI, Mary dans Unité 9, Allison dans Teen Wolf ou encore Kono dans Hawaii Five-O, parce que les brunes sont toutes races confondues. Et malgré qu'elles soient considérées comme plus dures à battre que la pitoune, c'est souvent la brune qui va se retrouver victime d'une attaque horriblement violente dans les saisons qui vont suivre. Ça, c'est parce qu'elle ressemble plus aux personnes normales qu'on connaît. On se sent beaucoup plus menacé lorsque c'est elle qui souffre. Elle Greenaway et Prentice ont été attaquées toutes les deux par des criminels qu'elles chassaient. Sydney dans Alias, qui est un combiné brune-pitoune, manque de se faire tuer à chaque épisode et s'en sauve juste par la peau des dents. Puis malgré le traumatisme, le personnage de la brune va être le premier personnage à insister qu'elle va bien et qu'elle peut s'en sortir par elle-même. Well, I can take care of myself. Un carriériste, il passe plus de temps au travail qu'à la maison et c'est juste une question de temps avant que sa vie personnelle en souffre. Une bonne partie des boss étaient des pros avant. Et après avoir tout perdu pour le travail, ils ont gagné l'attitude qu'on leur connaît. On pense ici à Nick, qu'on voit en compétition pour un poste de niveau 3 dès le premier épisode de CSI, à Hutch dans Criminal Minds, qui va passer souvent sa famille puis qui en perd le sourire, ou encore à David Fisher dans 6 Feet Under, qui est frustré de voir son frère hériter de la moitié de la compagnie alors que c'est lui qui se tape tout le travail. Ces pros-là, ça peut aussi être des femmes. Par exemple, Ellie dans Broadchurch, qui perd un poste pour lequel elle a travaillé très très fort au profit du 10e docteur, qui bien sûr débarque de nulle part pour que tout le monde se présente à lui. Ou encore le personnage de Lena Parrilla dans la très brève série Miami Medical, qui vit le même drame. On revient aussi au personnage de Catherine dans CSI, qui fait le travail de Grissom à sa place les 3/4 du temps et qui n'a pas le temps de s'occuper de sa fille. Plus près de chez nous, dans la nouvelle série Mensonge, Julie, le personnage principal, doit jongler avec son travail de policière et à sa famille pas toujours fonctionnelle. On sait dès le départ que c'est pas le travail qui est perdant. Dans nos classiques, le très parodié Reynald Paré est une caricature, lui, de pro. Il souhaite avancer dans la société juste parce que sa relation avec tous les membres de sa famille est plus que déficiente. C'est d'ailleurs un miracle que sa creton ne l'ait pas quitté. Elle est là-bas, oui, la bamba! They see me mowing my front lawn. I know they're all thinking I'm so wide and nerdy. Think I'm just too wide and nerdy. Think I'm just too wide and nerdy. Il y en a toujours un dans l'équipe qu'on se demande comment il est devenu flic, ou agent, ou membre d'une unité d'élite. Parce qu'on dirait qu'il va casser en deux si on a le malheur de souffler dessus. Je me fous le poignet! Oh! Je l'avoue, c'est mon type de personnage préféré. Très intelligent, futé, verbomoteur, avec un sens de l'humour bizarre. On se demande comment il fait pour survivre sur le terrain. How many existentialists does it take to screw in a light bulb? 2. 1 to change the light bulb, and 1 to observe how it symbolizes an incandescent beacon of subjectivity in a netherworld of cosmic nothingness. Daniel Jackson dans Stargate SG-1, Nolan Ross dans Revenge, Greg dans CSI, Marshall dans Alias, Styles dans Teen Wolf ou Spencer Reid dans Criminal Minds sont des bons exemples. En fait, comme j'en parle de Spencer, il est tellement mauvais sur le terrain dans la première saison qu'il échoue son examen de tir et il doit passer un épisode complet sans son arme.
Et plus récemment, dans les saisons qui viennent juste de passer, on le voit avec un petit 6 coups à barillet que personne n'utilise aujourd'hui. Tout le monde utilise des Glock dans les séries policières, sauf Spencer Reid, probablement pour éviter de tirer dans la jambe de son collègue de travail pendant qu'il essayait de viser l'ennemi. Certains de ces nerds-là ont compris et ont préféré être des consultants. C'est le cas de Marshall ou encore de Charlie Epps dans Numbers. Ils restent à l'écart, loin du danger, dans leur petit local, comme les Hauts-Rivards. Ou encore, ils ont décidé de faire un travail beaucoup moins dangereux. Quoique... 5 fire! Les femmes sont pas mises de côté pour les rôles de nerd. On pense par exemple à Garcia dans Criminal Minds, Abby dans NCIS ou encore même à Willow dans Buffy. C'est moi ou ces femmes-là ont vraiment beaucoup de style? Your friendly neighborhood oracle of all things knowable and unknowable at your service? La plupart des séries que j'ai regardées comportent 3 ou 4 de ces stéréotypes de personnages. Certaines, comme Criminal Minds, CSI ou Leverage, les ont tous. D'autres vont avoir des personnages qui correspondent à plusieurs catégories, comme Sam Carter ou encore Dana Scully dans X-Files, qui sont toutes les deux un petit peu pitounes, un petit peu pro, un petit peu nerd. Ça fait des personnages plus subtils, mais quand même assez faciles à reconnaître pour être appréciés dès le premier épisode. Puis même si j'en ai pas parlé, les téléromans ont, eux aussi, ces types de personnages. On n'a qu'à y ajouter un jumeau diabolique et faire apparaître un amnésique dans la saison 3, et on a la formule du soap. Brenda, là, sur ce tabouret! Brenda, sauvez-vous, je vais les retenir. Et Julie Puby? Julie Puby! On a le scénario typique, on a les personnages qu'on va reconnaître facilement. Maintenant, il faut s'assurer que les gens aient envie de regarder la série. Pour ça, on va souvent faire appel à un acteur connu pour jouer l'un des personnages principaux. Ça va attirer des spectateurs, puis les gens vont en parler autour d'eux en disant « Tu sais, il jouait le gars là, dans Fortier. » Ben, ça m'aide, ça. Mais on va quand même le regarder par curiosité. D'ailleurs, puisqu'on parle de Fortier, j'avais commencé à le regarder justement parce que François Chénier, Carl le 4 Charret, jouait dedans. Stargate SG-1 a non seulement engagé MacGyver pour le personnage principal, mais ils en étaient tellement fiers qu'ils l'ont dit dans le pilote. This is how they controlled it. It took us 15 years and 3 supercomputers to MacGyver a system for the gate on Earth. Criminal Minds, eux, ont décidé de mettre le paquet. Ils sont allés chercher Thomas Gibson de Dharma and Greg, qui était une sitcom à succès, Shemar Moore, une star de soap, et Mandy Patinkin, la source d'une des citations les plus répétées de tous les temps. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Et malgré le fait que ce dernier ait une réputation de merde, faut quand même avouer qu'il a énormément de talent. Now that it's over, I do not know what to do with the rest of my life. Et voilà, vous avez les 3 éléments les plus souvent employés dans un pilote dans les séries télé que j'ai eu la chance de regarder. Bon, c'est sûr, c'est pas toutes les séries télé qui vont utiliser cette méthode-là à la lettre. Certaines vont utiliser 1 ou 2 éléments, puis tenter de varier les styles de personnages pour éviter que ce soit trop cliché. C'est pas non plus toutes les séries qui utilisent cette méthode-là qui vont être renouvelées. Ça a été le cas de Miami Medical, dont j'ai parlé brièvement. Ça utilisait exactement la formule dont je vous ai parlé et pourtant ça n'a pas été renouvelé. Il y a la plage horaire, les codes d'écoute, il y a le coût de la production, il y a plein d'autres facteurs aussi qui entrent en ligne de compte. J'ai seulement voulu faire un survol des trucs les plus courants que j'ai eu la chance de voir pendant toutes mes années collées à ma TV. J'espère que mon pilote vous a plu. Je tiens à remercier ma complice, Mécanique Ferry. Allez la voir sur son DeviantArt ou sur son Tumblr. Vous allez voir, elle est extraordinaire. On va sortir une nouvelle vidéo à peu près à tous les mois. Alors, s'il y a une série que vous voulez voir critiquer, vous avez juste à nous laisser un commentaire en bas.
puis on va essayer de la mettre dans une de nos vidéos. Ici Oma, et merci d'être venu me voir dans ma télé. À la prochaine!